Aujourd'hui, on va parler de lichen comme bioindicateur de la qualité de l'air et en tant que bioaccumulateur de polluants, c'est-à-dire des substances toxiques, pardon. راكم تسمعوا فيا؟ Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô. Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Donc, voyez ces termes, ces concepts. Regardez, vous avez mycobionte, phytobionte, Yves, cortex, médule, nostoc. Vous avez par exemple ascospore, paraphis, pycnite, pyrithes, apotycipe, ruine. Vous avez par exemple la souridie, fusiforme, labriforme. Voilà, donc c'est un langage spécial à la mycologie, à l'étude des champignons. Et les lichens, c'est des champignons lichenisés, c'est-à-dire les lichens, c'est des champignons qui ont attrapé des algues pour faire donc la synthèse de métabolites secondaires et pour vivre dans des milieux hostiles. Donc pour pouvoir comprendre le monde fascinant de lichen, donc il faut donc comprendre ces termes, ces concepts. Voilà, donc du coup on va définir ce qu'est un lichen. Donc un lichen, c'est une symbiose à bénéfice réciproque entre un champignon, c'est le partenaire fongique si vous voulez, ou bien c'est-à-dire le mycélium, voilà, donc l'otal, donc ça c'est l'otal de champignon, et une algue. Donc c'est une symbiose entre un champignon et une algue. L'algue c'est le partenaire algal, c'est le phytobionte ou bien phytocombionte. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, donc il y a une trentaine d'espèces d'algues qui entrent en symbiose avec le champignon pour former un lichen. Donc il y a les algues vertes chlorococcales, les algues rouges, les algues jaunes et les algues bleues, c'est-à-dire cyanophycie ou bien cyanobactéries. Donc les algues peuvent être des cellules donc unicellulaires ou bien pluricellulaires sous forme de filaments, sous forme de chapelet si vous voulez. Voilà, donc un lichen, il est formé par donc l'union de deux organismes, parfois trois espèces différentes, parfois un champignon, une algue, une cyanophycie et parfois même donc des levures. Bien, maintenant, comme on voit ici, ça c'est une coupe transversale dans l'otal ou bien dans la feuille d'un lichen. Et ici, comme la feuille, par exemple, des plantes que nous connaissons, il y a un cortex supérieur comme la cuticule chez la feuille. Donc, il y a des ifs plus compacts pour ne pas laisser passer tous les polluants. Donc, il y a une partie de l'eau, de vapeur, de substances, de sels minéraux qui passent. Et les algues, la couche algale, elle est près de la surface pour capter les rayons solaires et faire la photosynthèse, bien sûr, donc en utilisant dioxyde d'oxygène, etc. Dioxyde de carbone et ainsi de suite. Après la couche algale, c'est la médule. La médule là, les ifs ne sont pas plus compacts, pardon, mais ils sont lâches, entremêlés, donc on peut les distinguer là. On trouve même des champignons qui passent comme ça, c'est-à-dire et il y a également le cortex inférieur. Regardez, donc les ifs sont un peu plus compacts selon les espèces et donc duquel sort des résines ou bien des fausses racines qui donc servent de crampons pour s'attacher au substrat. Donc, mais il n'y a pas uniquement cette structure qui s'appelle structure donc stratifiée. Il y a une autre structure qui s'appelle structure donc
homéomère, c'est-à-dire homogène. Donc pour certains thalles seulement, il y a une structure homéomère, surtout chez les colémas. Donc là, on trouve, c'est-à-dire c'est l'algue. La structure homéomère, c'est l'algue qui conditionne, qui forme le lichen, c'est-à-dire qui conditionne la morphologie. Et du coup, les mycéliums baignent dans une gaine, d'accord, dans les gaines de cyanobactéries, de cyanophycie. D'accord. Alors que dans la majorité des cas, c'est la structure stratifiée, cortex supérieur, couche algale, médule, cortex inférieur. Ça, c'est la structure hétéromère radiée donc de la majorité des lichens. Et c'est le champignon qui conditionne la morphologie, la forme générale du thal. Pour cette structure donc stratifiée, donc il y a stratifié donc pour les comme les lichens, la plupart des lichens. Pour certains lichens, elle est stratifiée radiée, c'est-à-dire circulaire comme ça. Pour les lichens comme par exemple comme le lichen de Ramalina ou de Usnia qui ont qui sont un peu filamenteux. Bien, maintenant ça c'est pour donc les deux comment dirais-je, les deux types de structures dotales. Il y a structure hétéromère et il y a structure homéomère. Hétéromère, c'est-à-dire donc stratifiée. Maintenant, les types dotales selon le substrat, c'est-à-dire selon la surface sur laquelle ils sont accrochés. Donc nous avons le lichen crustacé, le lichen lépreux, le lichen squamuleux, foliacé, réticuleux, composite et aussi gélatineux. Bien. Le lichen crustacé, c'est-à-dire donc c'est une croûte qui est fortement adhérente au substrat, dans lequel pénètrent les ifs de la médule. Par exemple, ça, c'est un lichen, regardez, crustacé, donc il s'adhère, il s'attache donc profondément à la substrat qui peut être donc une roche ou bien un arbre. Il y a le lichen lépreux, donc c'est une surface farineuse formée de granules farineuses constituées d'un peloton d'ifs associé à quelques cellules algales. Donc, comme par exemple, ça c'est un lichen lépreux, c'est comme une poudre, une surface poudreuse formée de granules composés d'ifs et d'algues. Ensuite, nous avons le lichen squamuleux, les squames, c'est-à-dire des écailles. Donc, il est écaillé sous forme d'écailles comme ça, c'est-à-dire la majorité du thal est constituée par des squamules qui peuvent être superposés, donc ascendance, etc. Ensuite, nous avons le lichen foliacé, c'est-à-dire waraqi, donc il est constitué par des lames, par des petites feuilles, donc qu'on appelle les lobes, et qui est donc facilement détachable. Donc ça, par exemple, c'est un lichen foliacé. Regardez, c'est des lames, c'est des lobes, d'accord. Et sur la partie inférieure, on trouve des crampons de résine avec lesquels il s'attache sur le substrat, mais il est facile à détacher du substrat. Alors que pour le lichen crustacé, il faut enlever une partie du substrat pour puisse donc le ramener au laboratoire, le transporter. Ensuite, nous avons le lichen fréticuleux, donc c'est-à-dire choujairi, donc il est appliqué ou bien attaché au substrat par une surface réduite. Donc, il a une forme buissonnante qui m'a choujaira. Il est buissonnant, que ce soit dressé, pendant ou prostré, plus ou moins ramifié. Par exemple, ça c'est un lichen fréticuleux, regardez, donc il est très ramifié et il est donc attaché au substrat seulement par une surface très réduite, donc un point.
Et puis nous avons le lichen composite. Le lichen composite, c'est-à-dire complexe. Donc il est constitué par deux types de thalles. Un thal, donc, comment dirais-je, horizontal qui est squamuleux ou bien crustacé. Et un thal vertical, donc perpendiculaire, qui est en position, qui s'appelle dipodition. Ça, c'est un lichen. Et ça aussi, c'est un lichen composite du genre de Cladonia. Et ensuite, on a le lichen gélatineux, donc ça, il est sec, maintenant à l'état humide, donc c'est comme une, comment dirais-je, de la gélatine, c'est-à-dire que quand il est mouillé, et c'est l'algue là qui donc conditionne la forme, la morphologie de lichen. Donc ça, c'est un schéma qui indique les différents types de thalles. Thalles lépreux, thalles crustacés, regardez, très appliqué au substrat. Parfois, on trouve un hypothale, c'est-à-dire un thal donc à la face inférieure, qui est généralement noir. Un thal, regardez, donc squamuleux, donc il y a des écailles qui sont un peu redressées. Ensuite, un thal foliacé, regardez, c'est des feuilles qui donc se fixe au substrat par des résines, mais donc il est facilement détachable du substrat, donc à l'inverse du lichen crustacé et lépreux. Ça, c'est un lichen composite, donc on aura un thal, donc la primaire qui crustacé ou bien squamuleux, et un thal comme ça dressé qu'on appelle un position qui peut s'élargir donc vers l'extrémité, donc il est soit simple soit ramifié. Le thal fréticuleux, donc buissonnant, il est parfois redressé, parfois pendant, comme ce thal. Pendant surtout sur les branches d'arbres. Bien, ensuite nous avons le type de lichen selon, ça c'est selon d'accord, la forme, la morphologie, et ça sur, donc en fonction du substrat. Nous avons le lichen thyricole, c'est-à-dire sur la terre, comme ça par exemple, ça c'est un cladonia sur la terre. Saxicole sur la roche, et donc c'est normal, donc on doit citer le type de la roche, est-ce qu'elle est siliceuse, calcaire, sableuse, etc. Donc parce que c'est un critère de détermination. Corticole, c'est-à-dire sur l'écorce, comme sur Ramalina. Linucole sur le bois mort. Muscicole sur les mousses, comme ce lichen par exemple. Il est donc fixé sur les mousses. Ou bien foliicole dans les forêts tempérées. Donc on trouve même des lichens sur les feuilles d'arbres. Mais ne sont pas nombreuses, donc sont très rares. Ensuite, nous avons les organes reproducteurs et non reproducteurs portés par les thalles de lichen. Donc, nous avons des organes non reproducteurs, comme par exemple les résines qui servent de crampons pour s'accrocher au substrat, des siphelles, c'est des dépressions comme ça à la face surtout inférieure, donc qui laissent apparaître donc la médule. Ensuite, nous avons des pseudosiphelles à la face supérieure, donc c'est une déchirure du thal, du cortex supérieur. Nous avons également des fibrilles, c'est-à-dire des excroissances comme ça. Alors que pour les organes reproducteurs, nous avons donc la reproduction sexuée et non sexuée. Pour les organes de reproduction végétative, nous avons les isidies. Les isidies, c'est des croissances qui portent à la fois le mycélium et l'algue, ou bien des soralées, c'est-à-dire un amas de sauridés, c'est-à-dire des particules, qui sont constituées de mycélium et des algues. Une fois donc portées par le vent plus loin sur un autre substrat, donc ces fragments d'isidies ou bien de soralées forment un nouveau lichen.
Et il y a des organes reproducteurs comme l'apotycie. L'apotycie a la forme comme ça d'entonnoir d'une assiette. Voilà. Donc, on a les apothycies et les péritès. On va les voir tout de suite. Bien, maintenant ça c'est une apothycie, donc ça c'est le disque et ça s'appelle le rebord de l'apothycie. Regardez, donc à l'intérieur c'est le disque et donc à l'extrémité c'est le rebord. Alors qu'il y a des des péritès, et les péritès peuvent être sous forme de poire, d'accord, peuvent être enfoncés ou bien non enfoncés, c'est-à-dire à la surface du tal. Et donc il y a uniquement une petite ouverture qui s'appelle ostiole. Et pour les organes de reproduction végétative, nous avons les souralies formées de sauridés. Les sauridés ont des particules donc, qui sont composées de mycélium auxquels s'accrochent des algues ou bien des hésidilles. Donc maintenant les organes non reproducteurs, nous avons par exemple les pruines, c'est des taches donc qu'on trouve sur la surface. Regardez sur la surface des pruines blanches luisantes, on trouve des verrues, donc des petites excroissances. On trouve des pseudocéphales, c'est-à-dire quelques ouvertures, des déchirures sur la face supérieure. On trouve comme ça, des verrues, des pseudocéphales, regardez, et des résines. Ça, ce sont des organes non reproducteurs. Maintenant, l'apothycie. Donc, il y a deux types d'apothycie selon, d'accord, le rebord. Le rebord, voilà, le rebord peuvent avoir la même couleur qu'avec l'otal du tal, c'est-à-dire si, d'accord, l'otal est vert, donc le rebord est vert, c'est-à-dire il contient l'algue, d'accord, le partenaire algal qui conditionne la couleur du tal. Donc lorsqu'il y a des algues dans le rebord, on parle de rebord talin, c'est-à-dire il fait partie du tal. Et du coup, on parle d'apothycie licanorine. Alors, si le rebord ne contient pas des algues, il s'appelle un rebord propre, c'est-à-dire propre à l'apothycie. Donc, il n'appartient pas au tal. Donc, on parle d'apothycie lycidienne, comme chez Lycidia. Déjà, il y a un genre de lichen qui s'appelle le canora. Et il y a un genre qui s'appelle Lycidia. Le genre le canora, donc il est caractérisé par des apothycies ayant un rebord talin, et les Lycidia comme les Verrucaria, donc ils ont un tal, une apothycie à rebord propre, donc c'est-à-dire qui ne contient pas le partenaire algal. Donc, que ce soit dans les deux types d'apothycie licanorine et lycidienne, nous avons l'épéhyménium, c'est-à-dire l'hyménium, la surface supérieure de l'hyménium qui donc est généralement sombre, noire, brune, et l'hyménium qui contient les asques. Les asques contiennent donc à leur tour les spores. Et il y a l'épothycium, c'est-à-dire donc le dessous, la base de l'hyménium qui est également un peu plus sombre, d'accord, et stérile. Bien. Voilà, donc maintenant, différentes formes d'apothycie. Donc, il y a des apothycies licanorines, il y a des apothycies lycidiennes. De licanorines, regardez, donc, ils ont un rebord talin, d'accord, qui est de la même couleur que l'otal, par exemple ici jaune, mais le disque il est de différentes couleurs, par exemple là c'est orangé, jaune orangé. D'accord, alors qu'ici, donc, c'est toute l'apothycie qui est noire, il n'y a pas de rebord talin, d'accord, le rebord il est propre à l'apothycie. Donc, il y a des apothycies qui sont, comment dirais-je, pédicellées, donc c'est-à-dire il est un peu
éloignés de la surface. Il y a des apothicies qui sont allongées, donc comme des écritures qui s'appellent des lirelles. D'accord? Donc lorsque les apothicies sont allongées, on parle de lirelles. Le disque de l'apothicie peut être plan, peut être concave, comme ça par exemple, peut être convexe. Par exemple, surtout donc lorsque l'hygiène il est plat, lorsqu'il est âgé, donc on le trouve convexe et même donc au-dessus duquel on trouve parfois des pruines, c'est-à-dire une poudre blanche ou bien luisante, etc. Voilà, donc ça c'est un rebord talin qui contient les algues. Et là c'est l'hyménium. Ça c'est l'asque qui contient les spores, ou bien on les appelle dans ce cas les ascospores. Donc pour la majorité des lichens, donc ils ont des asques, c'est-à-dire des apothicies, des ascospores, et du coup ils appartiennent donc aux champignons ascomycètes. Ascomycètes, alors qu'il y a d'autres champignons, c'est-à-dire d'autres lichens qui ont donc un chapeau c'est-à-dire appartiennent à des basidiomycètes, c'est-à-dire qui ont des basides, d'accord, des basidiospores, c'est-à-dire les spores sont au niveau du chapeau du champignon, d'accord, voilà. Donc certains, bien sûr, lichens sont, comment dirais-je, fertiles, d'autres sont donc rarement fertiles, c'est-à-dire sont stériles. Voilà donc le rebord de l'apothicie peut être parfois, c'est-à-dire cilié, donc il y a des poils comme ça. Parfois, donc, il contient des pruines, parfois on trouve même des excroissances, c'est-à-dire des isidées, vers l'extrémité. Bien, maintenant les soralées. Les soralées, regardez, c'est un amas de soridés, donc de granules poudreuses. Et pour les isidées, ce sont des excroissances, d'accord, du tal qui contient également les deux partenaires algales et fongiques. Les isidées sont parfois ramifiées comme ça, ou bien parfois simples. Donc les isidées, regardez, donc parfois on les trouve sous forme de pastilles, sous forme de virées, de simples ou bien ramifiées. Les soralées, on trouve des fois, donc on les appelle capitiformes sous forme de tête, ou bien punctiformes, c'est-à-dire sous forme de poing. Parfois on les appelle labriformes sous forme de lèvres, parfois sous forme de lirelles, comme ça, très allongées. Lorsque les soralées sont à l'extrémité, on les appelle soralées marginales. Lorsqu'ils sont à la surface du tal, on les appelle des soralées laminales. Et lorsqu'ils sont à l'extrémité, on les appelle des soralées terminales. Et tout ça sont des critères de classification et d'identification. Pour les spores, on trouve des fois, donc elles ont les spores, c'est-à-dire à boire, qui servent comment dirais-je, de cellules reproductrices. Donc on trouve des soralées arrondies, des soralées ellipsoïdales, des soralées polariloquilaires, c'est-à-dire deux points voilà, à l'extrémité. Des fois elle est murale, donc c'est-à-dire qui contient plusieurs cloisons, pardon. Donc regardez, c'est des murs ou bien des cloisons, et dans ce cas on parle de spores cloisonnées ou bien murales. Pour les rhizines, c'est-à-dire les fausses racines, donc pour rappel, comme je vous l'ai dit, les lichens n'ont pas de feuilles, n'ont pas, c'est-à-dire au sens des feuilles qui font la photosynthèse, qui ont des nervures, donc il n'y a pas également des racines, et du coup ils absorbent tout donc de l'air. Ils dépendent de la qualité de l'air. Si l'air est humide, donc ils auront accès à l'eau. S'il est donc sec, donc ils passent en état de reviviscence.
Donc les résines, il y a des résines simples, il y a des résines ramifiées, dichotomiques comme ça, il y a des résines sous forme de boudrian, sous forme de balai si vous voulez, etc. Maintenant, ce n'est pas seulement les caractères morphologiques et anatomiques qui sont nécessaires pour l'identification des espèces licheniques, mais donc on doit également faire des réactions parfois, d'accord, ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours obligatoire de faire les réactions chimiques, c'est seulement pour quelques espèces, donc pour chercher la présence d'un métabolite secondaire. Et du coup, les réactifs chimiques usuels en lichenologie, ce sont surtout le C, c'est-à-dire l'eau de Javel, la potasse et le paraphényldiamine. Et il y a d'autres réactifs comme l'acide nitrique et ainsi de suite. Mais les plus utilisés sont donc l'acide chlorhydrique C, chlorure de potassium noté K et paraphényldiamine noté P. Donc on peut se servir bien sûr de cure-dent pour donc faire ces réactions chimiques, mais surtout sous la loupe binoculaire pour bien visualiser les résultats. Les résultats peuvent être positifs ou négatifs. Lorsqu'il s'agit d'un résultat positif, on met plus après le réactif, comme K c'est le potasse, C chlore et P paraphényldiamine. Par exemple, si donc on applique la couleur sur un tal ou bien sur la médule ou bien sur la poticie et il y a une couleur rouge pour une espèce, donc ça prouve qu'il y a présence de l'acide gyrophorique par exemple. C'est K plus violet, donc c'est la parétine pour le lichen, Xantharia parietina. Donc c'est la parétine qui est présente, etc. C'est selon, bien sûr, donc les espèces. Je vous l'ai dit, il y a donc des centaines, presque 700, et à chaque fois on découvre un nouveau métabolite secondaire chez les lichens. Maintenant, pourquoi donc deux organismes en un seul, deux zonas? Donc parce qu'il y a un bénéfice réciproque. Donc ça c'est par exemple c'est l'algue et ça c'est les mycéliums ou bien l'if de champignons. Donc le champignon emprisonne à l'intérieur de ses ifs donc les gonidies ou bien les algues et lui donc comment dirais-je, il lui offre donc de la lumière, d'accord, de l'acide de dihydrogène, la vapeur d'eau ou bien donc sur les arbres, les roches, etc. Il y a circulation bien sûr de l'eau, des vitamines, des sels minéraux, etc. Et donc le champignon également protège l'algue contre la dessiccation donc c'est-à-dire la luminosité et contre les agresseurs, les insectes, etc. Et en contrepartie, l'algue fait la photosynthèse en fixant la lumière, le dioxygène et le dioxyde de carbone, etc. Donc pour faire la photosynthèse et offre des glucides, des protéines, des vitamines donc aux champignons. Donc les deux ensemble, algues et champignons, donc peuvent croître dans des milieux donc hostiles, très difficiles, comme le Sahara, comme d'accord, le pôle Nord, etc. Bien. Et c'est normal, les lichens, donc si on les considère comme des végétaux, donc la diversité lichenique, à peu près 20 000 espèces dans le monde, représente un peu, donc environ 6% de la végétation, c'est-à-dire de la biomasse, et donc joue un rôle très important dans les écosystèmes. Parce que donc les lichens c'est un refuge, d'accord, pour les insectes, etc., pour les reptiles. C'est une source de nourriture pour par exemple d'accord, des mammifères et ainsi de suite. Maintenant pour la naissance d'un lichen, donc il y a reproduction végétative et non végétative. Donc pour les spores, donc ils doivent trouver donc ils doivent pousser en un mycélium et rattraper
une algue pour former donc un tal, d'accord? Et le tal, bien sûr, après, donc forme des apophyses pour produire les spores. Les spores donc sont expulsés et transportés par le vent, donc et se fixent sur un autre substrat pour donner un nouveau tal. Bien, maintenant, puisqu'il s'agit d'espèces qui, qui absorbent leurs nutriments, l'eau, les sels minéraux, etc. de l'air, et donc ils sont dépendants de la qualité de l'air, donc on utilise ces lichens en biosurveillance. Et la biosurveillance comporte quatre types d'approches, si vous voulez. Là, il y a la biointégration, le biomarquage et la bioaccumulation. La biointégration, donc, c'est une approche écologique. On utilise plusieurs espèces et les espèces de lichens, par exemple, pour la qualité de l'air, les mollusques, les crustacés pour la qualité par exemple de l'eau. Ces espèces différentes réagissent différemment vis-à-vis donc de la pollution. Il y a des espèces qui sont peu sensibles, d'autres sont très sensibles, alors que d'autres sont indifférentes. Donc la présence ou l'absence, l'abondance d'une espèce donc intègre les différents facteurs du milieu, les différents types de polluants. Et du coup, on parle de bio-intégrateurs. Donc, on utilise les espèces sentinelles qui sont très sensibles à la qualité de l'air. Les lichens bio-indicateurs, donc c'est une approche écologique, mais là, on observe l'état de santé de l'individu. Est-ce qu'il est stérile alors que normalement il est fertile, c'est-à-dire qu'il y a des apophyses? Est-ce qu'il a donc une couleur normale? Est-ce qu'il est c'est-à-dire on voit donc l'état de santé de l'organisme, sa taille, etc. Donc qui nous indique donc de la qualité de l'air. Le biomarquage, donc c'est une approche moléculaire, donc on voit c'est-à-dire des biomarqueurs qui nous montrent des altérations, donc des fonctions biologiques, physiologiques, etc. La bioaccumulation, donc il y a certains lichens donc, qui accumulent, qui concentrent dans leur dans leur mycélium, dans leur, tal, des polluants comme les métaux lourds. Donc on les utilise comme bioaccumulateurs pour doser les différents polluants qui existent dans l'air. Donc, et vous le savez, donc les polluants, par exemple les métaux lourds, influents, donc ils ont des impacts négatifs sur les systèmes, par exemple le système circulatoire, le sang, le système reproducteur, le système nerveux, etc. Et ces métaux lourds sont absorbés et emmagasinés, accumulés par les lichens. Donc, et du coup, on peut les doser au laboratoire. Donc, les lichens comme bioindicateurs, par exemple, on observe les arbres au bord du route, etc. Donc, sur le quatre côtés, nord, est, donc sud, ouest. Donc, et c'est selon la liste des espèces présentes, on peut dire que la qualité de l'air est bonne et moyenne ou bien mauvaise. Donc, il y a des échelles selon les pays, donc on ne peut pas appliquer une même échelle partout dans le monde parce que ce sont surtout les conditions climatiques qui influent sur la répartition des lichens. Donc si on trouve par exemple ce petit lichen Phaeophysia orbicularia qui ne dépasse guère 1 cm², si on trouve que ces lichens, par exemple Phaeophysia et Xanthoria, on peut dire que la qualité de l'air est mauvaise, c'est-à-dire donc l'air est pollué. Si on trouve des lichens foliacés, donc on peut dire que la qualité de l'air elle est moyenne. Si on trouve des lichens fruticuleux, foliacés de grande taille, donc on peut dire que la qualité de l'air est bonne et claire et pure.
Donc ça c'est la bio-indication. Donc les espèces réagissent différemment aux pollutions ou bien aux substances toxiques. Il y a des espèces très sensibles comme les lichens fruticuleux, comme sur Ramalina fastigiata, alors qu'il y a des lichens qui résistent à la pollution, comme ce Phaeophysia. Donc là, c'est la liste des espèces présentes dans un milieu qui nous indique le niveau de la qualité de l'air. Bien sûr, pour pouvoir utiliser les lichens en biosurveillance, il faut il faut maîtriser leur identification et du coup, on doit utiliser des clés de détermination, et pour pouvoir utiliser les clés d'identification et les flores, donc on doit, comme je viens de vous le dire, il faut connaître par cœur le langage des lichens. Regardez par exemple tal à face supérieure à dominante brune. Regardez, il faut maîtriser bien les contrastes de couleurs. Pseudocéphale bien visible, médule K plus jaune, c'est-à-dire la coloration, c'est-à-dire la présence de cet acide. Regardez, donc c'est les hésidiés, c'est une espèce, c'est les sauridiés, c'est-à-dire la présence de sauralés, c'est une autre espèce. Voilà, donc il faut bien maîtriser le langage de mycologie. Donc, et il faut utiliser, puisque, comment dirais-je, il y a 20 000 espèces au monde et en Algérie il y a 2000 espèces à peu près. Et du coup, malheureusement, nous n'avons pas notre propre clé de détermination des lichens d'Algérie. Et du coup, on doit utiliser différentes flores et différentes clés d'identification. Il faut avoir donc une bibliothèque chez soi et du matériel comme la loupe binoculaire et un microscope optique, donc pour pouvoir identifier les différentes espèces de lichens. Bien, donc c'est tout ça pour aujourd'hui. Donc, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? معليش من بعد